Dans l'Angleterre victorienne, toute une ville est paralysée par la peur. Un abominable tueur terrifie la population, laissant derrière lui des femmes atrocement mutilées. C'est le tueur le plus célèbre de l'histoire. Jack l'Éventreur. De retour à notre époque, à l'autre bout du monde, les scientifiques australiens font des avancées remarquables sur cette affaire. Pour la première fois, ils sont parvenus à extraire l'ADN d'un suspect dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Un expert de la police scientifique est en quête de preuves, à la tête d'une équipe de spécialistes du monde entier, pour une enquête à la pointe de la technologie. Sa mission consiste à découvrir si la science pourra enfin dévoiler l'identité de Jack l'Éventreur. À l'automne 1888, un violent prédateur hante les rues de Londres. Ses victimes sont des prostituées dans le quartier pauvre de Whitechapel. Ces meurtres deviendront les plus célèbres crimes non résolus de l'histoire. L'enquête a porté sur 11 assassinats. 5 d'entre eux ont été considérés comme l'œuvre d'un seul et même tueur. Plus d'une centaine de suspects ont été envisagés. D'un prince à un Américain, en passant par un médecin de sang royal et un juif polonais. Mais aucun de ces suspects n'a jamais été jugé coupable. Comment un tel monstre a-t-il pu échapper à la justice ? Robin Napper, ancien inspecteur à Scotland Yard et expert de la police scientifique, souhaite examiner le cas d'un homme en particulier. Un suspect qui n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête poussée, Frederick Bailey Deeming. Britannique de naissance, Deeming a été connu comme le tout premier tueur en série d'Australie. Dans le cadre d'une enquête récente concernant ce crâne, des fragments d'ADN ont été extraits qui correspondraient à celui de Frederick Deeming. Si Deeming est bien l'éventreur, la médecine légale moderne pourrait enfin permettre d'identifier le tueur. Ce qui rend le cas de Deeming aussi intéressant, c'est qu'on a un tueur de haut vol qui a réussi à rester anonyme pendant plus d'un siècle. Pour constituer son dossier, Napper doit commencer par examiner les scènes de crime, établir un mobile solide, identifier le mode opératoire, constituer un profil du criminel et enfin trouver des preuves scientifiques. Il faut qu'on examine l'emploi du temps de cet homme, ses allées-venues, ses voyages. On ne se réveille pas le matin dans la peau d'un tueur en série. Il y a une progression dans sa façon d'agir et d'opérer. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre chez Deeming. Ce qu'il va découvrir risque bien de bouleverser toute l'affaire jusqu'à son fondement. Ses aveux sont tellement horribles et terrifiants que c'en est presque inconcevable. Napper se rend à Windsor, banlieue proche de Melbourne, pour examiner la scène d'un violent assassinat. Noël 1891. C'est ici que Deeming a battu sa femme à mort. La victime se nomme Emily Mather et est issue de Wren Hill, en Angleterre. Napper y rencontre Christopher Wray, avocat et co-auteur de The Scarlet Thread, un ouvrage sur Frederick Deeming, l'éventreur australien. Là, c'est le couloir qui mène à la chambre où a été découvert le corps d'Emily Mather. D'accord. La photo a été prise peu après. Le corps a été trouvé ici. Oui, dissimulé sous une dalle de béton. Quelle était la cause de la mort? Elle avait reçu de violents coups à la tête et avait été égorgée. La dernière personne à avoir vu Emily vivante est une passante du nom de Louisa Atkinson. D'après sa déclaration, elle a entendu des bruits de dispute et a ensuite eu une conversation avec Emily. Emily lui aurait dit « ça va s'arranger » et Louisa lui aurait conseillé de quitter la maison. C'est de l'intuition féminine, ça, Chris. Oui, mais malheureusement, Emily n'a pas suivi son conseil.
Deming avait préparé son crime. Quelques jours plus tôt, il s'était procuré du ciment et des outils pour creuser la tombe d'Emily. On dirait presque que Deming avait en tête un plan très précis de ce qu'il allait faire à cette pauvre femme. Deming prend alors la fuite. Il finit par être arrêté à Southern Cross, région aurifère de l'ouest de l'Australie. Il se cachait sous l'identité d'un aristocrate, le baron Swanson. Mais la police découvre rapidement qu'il a en fait commis d'autres crimes avant celui d'Emily Mather. En Angleterre, son pays d'origine, la nouvelle de l'arrestation de Deming conduit la police sur la piste d'un autre crime encore plus atroce. Cette découverte va faire passer Deming du statut d'assassin à celui de tueur en série. Cette maison, située dans une rue paisible et respectable près de Liverpool, en Angleterre, a autrefois été le théâtre d'un crime atroce. C'est ici, à la villa d'Inham, qu'en août 1891, Deming a assassiné sa première épouse, Mary. Il a également égorgé 3 de leurs enfants et étranglé le 4e. Il a assassiné sa première femme et leurs 4 enfants à Rainhill, dans le Lancashire, et enterré leur corps sous le sol de la cuisine de leur maison. Moins d'un mois après avoir assassiné toute sa famille, il épouse Emily Mather, sous le nom d'Albert Williams, et les jeunes mariés prennent la mer direction l'Australie. Deming pense avoir échappé à la justice. Même après 30 ans de carrière et d'enquête pour meurtre, pour Robin Napper, c'est toujours le côté humain de son travail qui laisse les marques les plus profondes. Il décide de chercher la tombe d'Emily. Ah, la voilà. Emily Mather, décédée en 1891. C'est incroyable, la tombe est encore fleurie. Ces fleurs ont été déposées récemment. Cette pierre tombale, construite grâce à des dons de contemporains, montre bien la réaction d'empathie à l'époque du meurtre d'Emily. 120 ans plus tard, on est encore en train d'essayer d'assembler les pièces du puzzle pour comprendre les agissements du monstre qui l'a tué. Pour en apprendre un peu plus sur le mystérieux Frederick Deming, Napper tombe sur une collection extraordinaire de souvenirs. C'est une sorte de mélange entre un article et un roman populaire à sensation. Ça parle des débuts de sa carrière. Rachel Weaver est une experte de l'affaire Deming. Ce livre contient un dialogue entre Deming et sa victime au moment où il l'assassine. Il y a un petit chapitre qui parle de la lune de miel de l'assassin, de disputes dans sa jeunesse, et ensuite apparaît l'idée de Jack l'Éventreur. Vu la violence extrême de ces meurtres et la frénésie des médias autour de ces crimes, le public s'est mis à croire qu'il était bien Jack l'Éventreur. L'Australie voulait vraiment avoir son propre criminel, un tueur de renommée internationale. Mais alors, qui est cet homme si mauvais? Frederick Deming est né en 1853 dans le Leicestershire, en Angleterre. Il est le fils d'Anne Bailey et d'un commerçant, Thomas Deming. Il avait, paraît-il, une relation très fusionnelle avec sa mère, et son père aurait passé quelque temps dans un asile psychiatrique. À l'âge de 16 ans, il prend la mer et entame une longue carrière de criminel dans l'escroquerie en se faisant passer pour membre des classes respectables. C'était un imposteur issu des classes moyennes qui portait des diamants, cherchait à impressionner les gens pour les tromper et les arnaquer. Et ce comportement a presque autant indigné la presse que les crimes atroces qu'il a commis. Mais ces documents ne sont que des spéculations. Napper cherche des rapports plus officiels. Et il est sur le point de tomber sur des éléments qui vont le choquer et faire faire à son enquête un vrai bond en avant. Ces aveux sont tellement horribles et terrifiants que c'en est presque inconcevable. Cet article, issu d'un journal paru en 1892, rapporte une déclaration de Deming qui aurait avoué avoir commis certains meurtres de l'Éventreur.
Deming s'est lui-même désigné comme l'auteur des 2 derniers meurtres atroces ayant eu lieu à Whitechapel. C'est extraordinaire. Ce qui est intéressant pour moi dans cet article, c'est que l'affaire est liée à un agent des services de police. D'après cet article, ces incroyables aveux ont été faits devant un certain inspecteur Causey, qui faisait partie de l'équipe qui a extradé Deming pour le ramener à Victoria. Napper se rend donc à l'ancienne prison de Old Melbourne Gaol, où Deming a été incarcéré. Là, on se dirige vers la potence. Il y a encore la corde? Sylvia Campbell est chercheuse dans cet endroit, depuis transformé en musée. Elle est très familière du destin de Deming. C'est ici que M. Deming a vécu ses derniers instants. Exactement, à 10 heures. 10 heures du matin. C'était un horaire habituel pour les exécutions. 1 heure avant sa pendaison, le 23 mai 1892, on a mené Deming jusqu'à cette petite antichambre près de la potence. C'est ici que Napper découvre une étrange incohérence dans les registres de la prison. 1892, Albert Williams, alias Frédéric Deming. On voit bien que tous les autres prisonniers de cette liste ont été exécutés sous leur vrai nom. C'est le seul à avoir été exécuté sous son nom d'emprunt. Il a sans doute passé sa dernière nuit dans la cellule numéro 1. Ensuite, on lui a fait monter ses marches jusqu'à cette cellule-ci, près de la potence. Il a eu droit à un verre d'alcool et je crois qu'il a aussi réclamé un cigare. Ensuite, le bourreau est arrivé, a sorti Deming de la cellule, l'a fait mettre debout sur la potence, l'a attaché les mains derrière le dos, les jambes ligotées et une capuche sur sa tête. On lui a passé la corde autour du cou, le nœud juste sous le côté gauche de la mâchoire qu'on considérait comme le point offrant la mort la plus rapide. Mais c'est surtout ce qui est arrivé au corps de Deming après sa mort qui pourrait me rapprocher de l'éventreur. Après l'exécution de criminels notoires, on faisait souvent faire des masques de leur visage. On leur rasait la tête et le visage, et on utilisait de la cire pour constituer un moule. Une fois le moule fait, on le séparait en 2 parties qu'on rassemblait ensuite pour les remplir de plâtre, et on obtenait une copie exacte de la tête de Deming. Le moulage du visage de ce tueur en série pourrait-il faire avancer l'enquête sur Jack l'Éventreur? Les recherches de Napper le conduisent jusqu'à Londres, où ont lieu les premiers de cette série de meurtres abominables. Je suis de retour à Scotland Yard. J'ai travaillé ici, mais ça faisait 30 ans que je n'étais pas revenu. Je cherche à savoir si, à l'époque, Deming a été considéré ou non comme un suspect sérieux dans l'affaire des meurtres de l'Éventreur. Napper se dirige vers le célèbre musée noir de Scotland Yard. Son accès est strictement limité aux agents de police, qu'ils soient encore en activité ou non. Au milieu des sinistres pièces présentes dans le musée, Napper tombe sur quelque chose d'assez inattendu, une autre copie du masque du visage de Deming. J'ai découvert que les fois où le masque de Deming a été exposé, il a toujours été présenté au public comme le visage de Jack l'Éventreur. C'est un élément essentiel pour moi parce que ça montre qu'à l'époque, la police le considérait comme un suspect sérieux. Je suis donc sur une bonne piste. C'est une excellente nouvelle pour mon enquête. Mais si le musée de Scotland Yard considérait vraiment que Deming et Jack l'Éventreur n'étaient qu'une seule et même personne, pourquoi n'ont-ils pas poussé l'enquête plus loin? Je veux comprendre, et pour ça, je dois commencer par les scènes de crime. Napper rencontre un expert de l'Éventreur, Donald Rumbelow. Nous sommes ici dans Derwent Street, mais en 1888, cette rue s'appelait Bucks Road. C'est ici qu'a eu lieu le premier crime de Jack l'Éventreur, vers 3h40 du matin. La victime était une prostituée du nom de Polly Nichols. Ce meurtre a eu lieu le 31 août 1888. Elle marchait dans la rue en attendant d'éventuels clients. Elle comptait bien en gagner de nouveau, grâce au chapeau neuf qu'elle portait ce soir-là. Ce que je recherche, ce sont des éléments des crimes de l'Éventreur qui pourraient me mener jusqu'à Deming. Polly Nichols a été égorgée de 2 coups de couteau et son abdomen comportait plusieurs incisions. Une semaine plus tard, le corps d'une autre prostituée fut découvert.
C'est ce deuxième meurtre qui a vraiment mis le feu aux poudres dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Le corps d'Annie Chapman est découvert dans une cour intérieure du quartier de Spitalfields, dans l'est de Londres. Chapman, elle, a vraiment été mutilée. Elle avait le ventre ouvert, les boyaux sortis qui tombaient d'un côté du corps. L'assassin lui avait retiré l'utérus et 2 tiers de la vessie. Ici, c'était Burner Street, où a eu lieu le 3e meurtre. La victime s'appelait Elizabeth Stride et était surnommée Langlise. Elle a eu la gorge tranchée mais n'a subi aucune autre mutilation. Rien d'autre? Rien d'autre, non. On pense que l'éventreur a été interrompu et est parti à la recherche d'une autre prostituée pour satisfaire sa soif de violence. En moins d'une demi-heure, il trouve une autre victime. Elle savait qu'un agent de police passait ici toutes les 15 minutes. Dans ce très court intervalle, un autre meurtre atroce a été commis. La victime s'appelle Catherine Eddowes. Elle a été défigurée puisque l'assassin a endommagé son nez. Beaucoup de prostituées souffraient de la syphilis à l'époque, et cette maladie provoquait des lésions au bout du nez, donc les femmes portaient parfois un faux nez pour cacher ce symptôme. En la défigurant ainsi, le meurtrier voulait l'étiqueter comme prostituée. Deeming souhaitait-il s'en prendre spécifiquement aux prostituées? Est-ce ce qui caractérise ses actes? Il avait aussi retiré les reins et l'utérus de sa victime. Rumbelow emmène Napper sur le lieu du crime de la victime la plus atrocement mutilée des 5 meurtres de l'éventreur, Mary Jane Kelly. Elle a été égorgée et des morceaux de chair ont été arrachés sur différentes parties de son corps. J'ai découvert que l'assassin de Kelly s'est sans doute servi d'une hache et de plusieurs couteaux différents. C'est le même genre d'arme que Deeming a utilisé pour assassiner sa 2e épouse. En Australie, au musée de la police et de la justice à Sydney, une autre arme a clairement été identifiée comme ayant appartenu à Frederick Deeming. On voit bien ses initiales FD sur le pommeau de ce poignard. Lorsque Deeming a été arrêté pour le meurtre d'Emily Mazer, on a trouvé chez lui plus de 20 couteaux et autres armes. C'est la preuve évidente qu'il avait tout un arsenal en sa possession. Mais l'enquête visant à identifier Jack l'Éventreur et Deeming comme étant une seule et même personne pourrait bien s'arrêter net. Au fil des années, de nombreux ouvrages expliquent que Deeming ne pouvait en aucun cas être un suspect sérieux puisqu'il était en prison au moment des meurtres de l'Éventreur. Je veux m'assurer que c'est vrai. Si Deeming était bien derrière les barreaux au moment des meurtres de Whitechapel, cela expliquerait pourquoi l'enquête ne s'est jamais vraiment penchée sur lui. Un amateur de l'affaire de l'Éventreur, Mike Covell, a fait des recherches sur le séjour en prison de Deeming, ici, à la prison de Hull, dans le nord de l'Angleterre. C'est encore le bâtiment de l'époque, il est entré ici? Oui, l'extérieur du bâtiment a été très peu modifié depuis. On voit toujours la même horloge qu'à l'époque. Mike m'explique que Deeming a fini en prison après avoir été condamné pour escroquerie sous le nom de Harry Lawson. Il a été poursuivi jusqu'en Amérique du Sud, puis extradé au Royaume-Uni. Reste à savoir quand cela s'est produit. Ce document date de septembre 1890. Et le 26 septembre, on voit qu'un homme du nom de Harry Lawson a été admis à la prison de Hull. Ce document prouve que Deeming n'a été emprisonné que 2 ans après les meurtres de l'Éventreur. Mais peut-être a-t-il été mis en prison plus tôt, sous un autre nom d'emprunt. Est-ce qu'on sait combien d'identités différentes utilisait Deeming autour de cette époque-là? Il avait sans doute une vingtaine de noms d'emprunt. Une vingtaine. J'ai étudié des registres de la police criminelle et des prisons. Et jusqu'à présent, aucun de ces noms d'emprunt n'est apparu dans aucune prison avant celle-ci, à part à l'époque où il était en Australie. Deeming est libéré de la prison de Hull en juillet 1891. Mike a une théorie sur ce qu'il aurait fait ensuite. Est-ce que des crimes ont été commis avec lesquels il pourrait avoir un lien? Oui, à la fin du mois de juillet 1891, une jeune fille de 19 ans du nom de Mary Jane Henley a été retrouvée morte dans une rue de Preston, juste à côté de Hull, à 1 heure de marche de la prison. Quand on a trouvé son corps, elle avait subi des blessures semblables à celles des victimes de Frederick Bailey Deeming. Le corps était également dissimulé, suivant le mode opératoire de Deeming pour les meurtres perpétrés à Rainhill et en Australie.
C'est extraordinaire. Pendant plus d'un siècle, Dimming a été rayé de la liste des suspects à cause de séjours à la prison de Hull. Certes, il y a bien été emprisonné, mais pas à l'époque des meurtres de l'éventreur. Et je découvre maintenant qu'il a peut-être fait une autre victime. Mais si Dimming n'était pas en prison à ce moment-là, où était-il? Le retraçage des allées et venues de Dimming ne va pas être une mince affaire. Napper va chercher de l'aide auprès d'un ancien collègue et spécialiste émérite de profil géographique, Colin Johnson. Quand on étudie un criminel, l'étude de son parcours géographique est très intéressante. Afin de décrypter ce parcours, cet expert établit un profil géographique pour analyser les différents lieux des crimes et ainsi essayer de déterminer où vit le meurtrier. On peut déjà dire que cet homme voyageait énormément, si on le compare à la population moyenne de l'époque. Le dossier criminel de Dimming le situe en Angleterre, en Australie et en Amérique du Sud. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir ses déplacements à la période précise dont vous parlez. De savoir comment il est arrivé à Londres, quel lien il avait avec le quartier de Whitechapel. Des études montrent que les criminels se sentent à l'aise dans les endroits qu'ils fréquentent, et en particulier dans les endroits où ils commettent leurs crimes. Whitechapel se trouve non loin du quartier des Docks à Londres. Napper a établi le fait que Dimming était marin, et ce quartier lui aurait donc été familier. Mais était-il bien là à l'époque des meurtres? Au cours de l'un de ses voyages, dans les années 1880, il s'arrête à Sydney. En moins d'un an, il est emprisonné pour vol. En 1887, il fait faillite et est de nouveau emprisonné, cette fois pour parjure. Au début de l'année 1888, il semble que Dimming ait quitté l'Australie pour Cape Town, où il continue de vivre du vol et de l'escroquerie. Mais si Dimming se trouvait en Afrique du Sud en 1888, je dois prouver qu'il est rentré en Angleterre avant que n'aient lieu les meurtres de l'éventreur, en août de la même année. Ce document est un rapport selon lequel Dimming est arrivé à Birkenhead, Liverpool, en 1888. Si ce texte est exact, il est crucial, parce qu'il prouve que Dimming était en Angleterre au moment des meurtres de l'éventreur. Même s'il était dans le pays à ce moment-là, a-t-il vraiment pu commettre ces crimes? Le problème, c'est que Dimming n'était connu que pour avoir tué des membres de sa propre famille. Napper se tourne alors vers un profiler de la police criminelle afin de se mettre dans la peau de Frederick Dimming. Chris Illingworth a été formée au FBI. Elle travaille depuis 20 ans sur des cas de crimes graves et violents en Australie. Dans le cas d'un crime commis sur un étranger, il n'y a aucun lien entre l'assassin et sa victime. Le meurtrier n'a donc pas un besoin impératif de dissimuler sa victime, puisqu'il n'y a pas de lien direct entre eux. Dimming enterrait ses victimes, contrairement à l'éventreur. Mais tous ces meurtres ont pu être commis par la même personne. Pour le vérifier, je dois trouver des points communs entre les différents crimes. L'essentiel du mode opératoire, c'est ce qu'on appelle la signature. C'est un comportement ritualisé qui obéit à un fantasme. C'est grâce à cette signature qu'on peut lier des crimes entre eux. Là, on retrouve un besoin de soumettre rapidement la victime en l'égorgeant. Cette particularité se retrouve dans chacun des crimes commis par Jack l'Éventreur et par Dimming. Mais il y a un élément encore plus crucial pour rapprocher ces meurtres. On pense que l'éventreur étranglait certaines de ses victimes avant de les égorger. Il se trouve que la fille aînée de Dimming, Bertha, a été étranglée. On sait donc que Dimming est tout à fait capable d'étrangler ses victimes. Mais il reste un élément troublant. Étant donné que les victimes de l'éventreur étaient des prostituées, j'ai toujours cru que ces meurtres avaient un mobile sexuel. Qu'en est-il de Dimming? Les historiens et les experts du cas de Jack l'Éventreur ont longtemps dit qu'il n'existait aucune preuve que ces crimes soient sexuels. Mais une auteure australienne, experte en tueurs en série, n'est pas d'accord. Elle révèle un lien flagrant entre les crimes de Dimming et ceux de l'Éventreur.
Amanda Howard a eu l'occasion d'interroger en personne certains des tueurs en série les plus notoires. Elle a une vision différente des meurtres de l'éventreur. La plupart des victimes de l'éventreur ont été retrouvées les jambes écartées, de cette façon. On se rend bien compte que l'assassin devait se tenir entre les jambes de sa victime pour la mutiler depuis cet angle-là. Il est donc très possible que Jack l'éventreur ait violé ses victimes. Mais les mutilations ont rendu impossible tout examen pour le prouver. Après avoir laissé libre cours à sa rage, l'éventreur a délibérément placé ses victimes, ou dans certains cas leurs organes, dans une position particulière. Si on regarde le cas d'Annie Chapman, l'assassin était assez calme pour disposer certains de ses organes sur le sol, entre ses jambes, pour montrer le pouvoir total qu'il avait sur sa victime. Les meurtres de l'éventreur étaient très ritualisés. Mais quelle preuve a-t-on qu'il en était de même pour ceux de Dimming? Lorsque le corps de sa première épouse, Mary, a été découvert, les corps de 2 de ses enfants, assassinés eux aussi, avaient été disposés de chaque côté de celui de leur mère et celui de la petite dernière à ses pieds. La coïncidence est troublante. L'éventreur disposait les organes de ses victimes tout autour d'elle, de la même façon. Mais pour prouver que Dimming était bien l'éventreur, je dois trouver une raison imparable pour laquelle il aurait commis ces crimes atroces. En Australie, l'équipe de Napper continue à chercher des preuves. Chris Ray, avocat, a retrouvé des copies originales de la transcription du procès de Dimming en 1892. Il fait alors une découverte troublante. Le tueur a lui-même fait une déclaration dans laquelle il révèle qu'il a contracté une maladie sexuellement transmissible, la syphilis, à la suite d'un rapport avec une prostituée. Dimming a déclaré que la femme qui lui a donné la syphilis avait fait de lui un homme inutile pendant 2 ans, qu'il était juste de tuer une telle personne, qu'il l'aurait tuée ou eu l'intention de la tuer, et qu'il n'aurait pas considéré cela comme un crime, car elle l'aurait mérité. Cela pourrait bien être le mobile que Napper recherche. Cet élément lui donne un mobile pour assassiner des prostituées puisqu'il les déteste. Autre élément troublant, la syphilis, si elle n'est pas traitée, peut causer une inflammation du cerveau pouvant provoquer une psychose, une certaine paranoïa et des accès de violence. On sait que Dimming aurait eu des apparitions de sa mère décédée. Est-ce une preuve de sa psychose ? Ou son explosion de violence a-t-elle été provoquée par autre chose? Chris Illingworth a découvert des indices fascinants. Dimming a traversé plusieurs événements stressants au cours de l'année 1888. La naissance de son enfant en fait partie, et ses problèmes de santé à cause de la syphilis n'ont pas dû arranger les choses. La naissance d'un enfant devrait être un événement joyeux. Mais il se trouve que c'est tombé l'année où il a déclaré avoir contracté la syphilis. En ajoutant à cela toute une vie de crimes et des antécédents de maladies mentales dans sa famille, Dimming était une vraie bombe à retardement. Mais l'enquête doit maintenant prouver que Dimming était bien à Londres au moment des meurtres de Whitechapel. J'ai lu la transcription du procès de Dimming. Et il se trouve qu'il a lui-même avoué à son avocat qu'il venait souvent à Londres. Les preuves commencent à s'accumuler. En 1892, un article du New York Times cite la belle-sœur de Dimming. Elle affirme que pendant qu'il vivait à Birkenhead, en 1888, Dimming venait souvent à Londres. Cela coïncide avec la création d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui lui aurait rendu le trajet plus facile. Mais ces éléments ne suffisent pas à prouver que Dimming était l'éventreur. En général, pour une affaire comme celle-ci, je recherche des témoins oculaires présents sur le lieu du crime. Napper va-t-il trouver un témoin qui puisse situer Frédéric Dimming sur les lieux mêmes où Jack l'éventreur semait la terreur? Une description précise de la part d'un témoin direct, c'est toujours un aspect crucial de mon travail d'enquêteur. Je suis en quête de tout signe particulier sur l'apparence du tueur. De nos jours, les progrès de la médecine légale repoussent constamment les limites de ces méthodes traditionnelles. Le docteur Susan Hayes est anthropologue, spécialisée dans les traits du visage.
La majeure partie de l'analyse consiste à observer les différences entre les traits des visages de personnes différentes. On pose des repères sur les visages et on entre tout ça dans l'ordinateur. Le Dr Hayes peut ainsi redonner vie au visage de personnes décédées. Voici un visage moyen, constitué à partir des visages de 70 hommes. Voici où se trouve Deming parmi ce groupe. Tout le monde, Deming. Tout le monde, Deming. Le Dr Hayes explique que Deming possédait plusieurs signes particuliers. Cette partie de son visage est très en avant, et ses yeux sont donc plus profonds. Son analyse montre que Deming n'avait pas seulement des yeux particuliers, mais aussi que la forme de son visage était carrée, ce qui va souvent avec une carrure imposante. D'après un rapport journalistique de 1892, une couturière londonienne a reconnu Deming d'après une photo à la suite de son arrestation. Elle affirme s'être trouvée avec lui dans le quartier de Whitechapel quelques heures seulement avant que Jack l'Éventreur ne frappe 2 fois de suite. Ce témoin déclare que l'homme qu'elle a reconnu s'est présenté sous le nom de Lawson, l'un des noms d'emprunt de Deming. La couturière a déclaré à la police que cet homme, Lawson, s'est montré très agité le lendemain en lisant des articles sur les meurtres dans le journal. Cette piste semble solide. Deming a bien été vu à Whitechapel la nuit du double meurtre. D'ailleurs, les témoignages oculaires ont été nombreux à l'époque. Napper entreprend de les comparer avec Deming. Jack l'Éventreur a été décrit comme un homme mesurant entre 1,65 m et 1,75 m. Deming mesurait 1,70 m. L'Éventreur avait aussi une carrure imposante, des yeux étranges et une moustache plutôt claire. Il portait un chapeau haute forme, une montre à gousset et une longue redingote. Il est très troublant de constater que tous les traits de ces descriptions se retrouvent dans les photos qu'on a de Deming. Les déclarations des témoins semblent faire de Deming le coupable idéal. Mais Napper doit trouver des preuves plus solides. Il faut trouver des éléments très concrets. Bonjour Sue. Bonjour Robin. Enchanté. Andy et Sue Parler disent posséder une pièce rare dans l'affaire des meurtres de l'Éventreur. Vous dites posséder une écharpe ayant appartenu à l'une des victimes de Jack l'Éventreur. Nous n'avons pas l'écharpe entière, mais 2 morceaux qui ont été encadrés. Regardez l'inscription au dos. Il est écrit « 2 échantillons de soie provenant de l'écharpe portée par Catherine Eddowes au moment de la découverte de son corps par l'agent Amos Simpson. » Amos Simpson a récupéré l'écharpe sur la scène du crime, puisqu'il a dit avoir été le premier policier sur les lieux. Il l'a donnée à sa fille Elisa, et l'écharpe a été transmise ainsi dans sa famille de génération en génération. C'est bien entendu un héritage familial inouï, si cette écharpe est bien authentique. Mais comment Napper peut-il en être certain? Et l'écharpe pourrait-elle comporter des traces de l'ADN du tueur, qu'on puisse ensuite comparer à l'ADN du crâne de Deming? S'il ne s'agit que de fragments de l'écharpe, où se trouve le reste? On sait où se trouve le reste. Il appartient à un homme du nom de Russell Edwards. Je me dirige donc vers Birkenhead, près de Liverpool. C'est là que vivait Deming en 1888. C'est aussi là que j'espère trouver l'écharpe. Je découvre que Russell Edwards s'intéresse aussi personnellement à cette affaire. Je suis né ici, et c'est ici qu'est née ma fascination pour le personnage de Frederick Bailey Deming, puisqu'il vivait ici, dans cette rue. Russell a acheté l'écharpe de Catherine Eddowes lors d'une vente aux enchères pour une somme qu'il préfère ne pas révéler. La pièce a une telle valeur qu'il préfère la montrer à Napper dans un lieu secret. Elle a bien l'air semblable à ce dont parlent les rapports de l'époque et aux morceaux que m'ont montré Sue et Andy Parler. Seriez-vous d'accord pour qu'on effectue des tests ADN dessus?
Ce qui m'inquiète, c'est les dommages que ça pourrait causer sur l'écharpe. Vous pourriez apporter vous-même l'écharpe aux experts pour qu'ils vous rassurent là-dessus. Est-ce que les tests vont laisser des traces sur l'écharpe? Non. D'accord. Voici la pièce. Merci, on va regarder ça. Napper espère que cet élément précieux l'aidera à résoudre cette affaire historique. On voit qu'il y a certaines zones sur lesquelles on va se concentrer. Ici, ici, ici et là. Les experts prélèvent des échantillons sur des taches à la recherche de l'ADN du tueur. Cette équipe de scientifiques va-t-elle pouvoir confirmer l'authenticité de l'écharpe et découvrir des preuves liant Deeming à ses crimes? Cela prouvera-t-il une fois pour toutes que c'était vraiment lui le monstre qui a semé la terreur à Whitechapel? Quelques semaines plus tard, les scientifiques obtiennent les résultats des tests effectués sur l'écharpe de la victime de l'éventreur. L'enquête prend alors un tour inattendu, puisque les résultats dévoilent de nouveaux indices assez surprenants. Grâce à un test infrarouge, les scientifiques découvrent que les taches pourraient provenir de plusieurs sources différentes. Tiens, refais le test sur cette tache. Cela pourrait s'expliquer par le fait que lors du meurtre de la victime, l'écharpe a dû être tachée de différents fluides corporels provenant des intestins, comme du sang et des matières fécales. C'est la première fois qu'une découverte scientifique relie indéniablement l'écharpe au meurtre de Jack l'Éventreur. En revanche, les tentatives d'identifier l'ADN de Deeming n'ont rien donné. L'écharpe a été touchée à de trop nombreuses reprises depuis, et les résultats ne sont pas concluants. L'enquête piétine. Mais l'écharpe n'est pas le seul élément susceptible de comporter des traces de l'ADN du tueur. Au moment de la terreur répandue par Jack l'Éventreur, les journaux et les policiers ont reçu plus de 600 lettres provenant de personnes se faisant passer pour le célèbre tueur. Ces lettres, tout en compliquant l'enquête pour retrouver le vrai tueur, ont également nourri la frayeur générale de l'époque. La plupart de ces lettres sont des faux. Mais si je parviens à trouver une lettre authentique de l'éventreur, il se pourrait que je résolve l'affaire. 3 lettres me semblent particulièrement intéressantes. La première a été envoyée le 16 octobre 1888 et on l'a appelée la lettre de Lusk. George Lusk était le président du comité de vigilance mis en place à Whitechapel à la période des meurtres de Jack l'Éventreur. Il reçoit en 1888 une lettre et un colis contenant un cadeau macabre, la moitié d'un rein humain censé appartenir à l'une des victimes de l'Éventreur, Catherine Eddowes. Mais pour Napper, un problème subsiste. La lettre de Lusk a été perdue avant que toutes ces lettres ne soient transmises aux archives nationales. La deuxième lettre qui m'intéresse, c'est la lettre « Cher patron » qui a été envoyée à l'agence de presse centrale. C'est assez intéressant. Je crois que c'est ça. Regardez. Voilà, « Cher patron, j'entends dire partout que la police ne m'a pas trouvé. Mais ce n'est pas encore le moment. Pour mon prochain acte, je découperai les oreilles de ma victime et les enverrai à la police pour m'amuser. Votre serviteur, Jack l'Éventreur. » La lettre prédit les mutilations que l'Éventreur compte faire subir à l'une de ses victimes. 3 jours plus tard, cette abominable prédiction se réalisera. Catherine Eddowes s'est bien fait couper le lobe de l'oreille. D'un côté, c'est très troublant, et d'un autre côté, cela tente à prouver l'authenticité de cette lettre. Elle a très bien pu être écrite par Jack l'Éventreur. On est en effet très tenté de croire à cette preuve. L'enquête médico-légale se poursuit également à l'autre bout du monde. L'avocat Christopher Wray a trouvé le testament et les dernières volontés de Frederick Deeming, censés avoir été écrits de la main du tueur. Également connu sous les noms de Albert Oliver Williams et Baron Swanson. Il a pris soin de tout préciser. Le document est assez long.
Ce qui est étonnant puisqu'il ne lui restait plus grand-chose. Le testament de Deming passe entre les mains de l'équipe de Paul Westwood, expert en graphologie, pour être analysé. On fait en général appel à nous pour attester de l'authenticité de certains documents. Cet instant est déterminant dans l'enquête. Le testament va être comparé à la lettre de l'éventreur. Pour cette affaire, j'ai commencé par examiner la lettre de l'éventreur afin de me familiariser avec l'écriture de son auteur. Je me suis tout d'abord concentré sur les lettres majuscules. J'ai repéré un A, un B, un C, un D, un E, un F, un G, un H et un I dans la lettre, et j'ai procédé de même pour le testament de Deming. Andrea Devlin est experte en documentation pour la police scientifique. Ce programme nous permet de rechercher des portions de texte dans la lettre de l'éventreur et dans le testament de Deming. On voit ici que le mot « end » apparaît 6 fois dans la lettre et 41 fois dans le testament. On remarque qu'il y a des similitudes entre le « end » de Jack l'éventreur et celui de Deming. Les similitudes repérées par cette première analyse sont plutôt encourageantes. Mais les experts vont-ils pouvoir prouver que les deux documents ont été rédigés de la main d'une seule et même personne? Si l'on prend le mot « the », à première vue, il peut sembler identique dans les deux documents, avec la longue barre du T. Mais en y regardant de plus près, on repère quelques différences. Dans une même langue, toutes les écritures présentent des similitudes. Mais pour nous, qui sommes des experts, ces similitudes ne suffisent pas à établir avec certitude que deux documents ont été écrits par la même personne. Il faut aussi prendre en compte les différences. Le résultat est décevant. Les deux écritures ne se ressemblent pas suffisamment. Napper porte donc ses derniers espoirs sur la troisième lettre. Le professeur Ian Findlay, écossais de naissance, a développé une méthode révolutionnaire de test ADN sur des échantillons microscopiques. Pour un test normal, il faut plus de 200 cellules. Pour ce test-là, il ne nous en faut que très peu. Même une seule suffit. Cette lettre signée de l'éventreur est l'une des seules à être considérée comme authentique. C'est donc celle-ci qui a été choisie pour effectuer le test. C'est peut-être la dernière chance de trouver des traces d'ADN à comparer avec le crâne de Deming. Ce que va découvrir le professeur Findlay va complètement bouleverser le cours de l'enquête sur l'identité de l'éventreur. Pour rechercher des traces d'ADN, la zone la moins contaminée sur la lettre est l'envers du timbre. La première étape consiste à l'humidifier. Cette étape permet de décoller le timbre de la surface de l'enveloppe. L'opération est délicate. Je passe ensuite un coton-tige sur l'envers du timbre afin de prélever la moindre cellule. Après plusieurs jours de tests, le professeur Findlay obtient enfin un résultat. On a trouvé de l'ADN dans un mélange de colle et de salive présent au dos du timbre. On a enfin de l'ADN extrait de la lettre de l'éventreur et le résultat va faire l'effet d'une bombe. On a pu déterminer un profil partiel de l'individu et j'ai été très étonné de constater que l'échantillon d'ADN appartenait à une femme. Incroyable retournement. Jack l'éventreur pourrait-il être en fait une éventreuse? Il se trouve qu'à l'époque des meurtres, la théorie d'une éventreuse était relativement crédible. Frédéric Abolin, l'inspecteur en charge de l'affaire, a lui-même émis cette hypothèse. Mais une seule femme a réellement été considérée comme suspecte. Mary Percy était sage-femme et dans un accès de jalousie, elle avait poignardé la femme et l'enfant de son amant. Je ne crois pas à la théorie d'une éventreuse. Le meurtre commis par Percy était un crime passionnel. Napper a une autre intuition. Il se rend à Bath, ville où la toute première lettre timbrée de l'histoire a été postée. Whitechapel dispose sans doute de son propre centre de tri. L'historienne Audrey Swindles a une connaissance parfaite du système postal de l'époque victorienne. L'ADN présent sur le timbre est peut-être celui de la postière qui a posté la lettre.
Au début de l'ère victorienne, on restait dehors dans la rue, par tous les temps. Et on s'adressait au postier par l'ouverture d'une fenêtre. Et en général, c'est le postier qui s'occupait de coller le timbre sur la lettre. Mais à l'époque des meurtres de Whitechapel, en 1888, les choses avaient changé. N'importe qui pouvait acheter un timbre et le coller sur une lettre. En 1888, y avait-il des femmes employées par les services postaux? Il y avait beaucoup de femmes employées au télégraphe, mais aussi aux services postaux. Et puis, dans les villages, il arrivait souvent que le postier ou la postière propose de s'occuper lui-même de coller le timbre. Mais si la lettre avait été postée dans une grande ville? Dans un gros bureau de poste londonien, non. Le postier n'aurait pas collé le timbre, il ne l'aurait pas léché. S'il ne s'agit pas de la salive d'une employée des postes, de qui s'agit-il? Il pourrait s'agir de l'ADN de Mary. Il est bien connu que les tueurs en série font souvent faire le sale boulot par leur épouse ou leur compagne. Donc tout cela est vraiment très intéressant. Mary, la première épouse de Deeming, aurait donc pu, à son insu, aider son mari dans les meurtres de l'éventreur? Mais pour que cette théorie soit avérée, il me faudrait l'ADN de Mary. Napper rassemble tous les éléments de l'enquête. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire. En 1988, le FBI a repris l'affaire de Jack l'Éventreur et a constitué un profil criminologique détaillé du tueur. Ce dossier secret a récemment été rendu public. Reste à savoir si Frederick Bailey Deeming correspond au profil de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur serait un homme, caucasien, âgé de 28 à 36 ans. Deeming avait 35 ans à l'époque des meurtres de l'Éventreur. Il était issu d'une famille composée d'une mère très dominatrice. Et son père a passé du temps en asile psychiatrique. Le profil du FBI dit aussi que Jack l'Éventreur portait sans doute un couteau sur lui en permanence pour se défendre et qu'il souffrait sans doute d'une maladie vénérienne contractée à cause d'une prostituée. Deeming a lui-même avoué qu'il aurait trouvé ça justifié de tuer la femme qui lui avait transmis la syphilis. Jack l'Éventreur aurait été interrogé par la police à un moment de l'enquête. L'inspecteur qui l'a arrêté a affirmé que Deeming avait été interrogé dans le cadre de l'affaire de l'Éventreur. Il reste encore un point. Certains experts de l'Éventreur s'accordent à dire que le tueur était un marin. Le résultat est troublant. Deeming correspond en tout point au profil établi par le FBI. Toutes les preuves que j'ai pu réunir désignent Deeming comme étant Jack l'Éventreur. Du côté de Wren Hill, près de Liverpool, Napper se rend à la villa d'Inham, où ont été assassinés la femme et les enfants de Deeming. J'essaie de trouver le lieu exact où se trouvait la maison de Deeming, à l'époque où il vivait ici. Je regarde dans ce livre que m'a donné la Société historique de la ville, et je vois que les piliers du portail de la maison de Deeming sont identiques à ceux-ci. On dirait bien que c'est ici que vivaient Deeming et sa famille. Depuis le début, je cherche à comprendre la raison d'un acte aussi abominable sur sa propre famille. Peut-être son épouse Mary avait-elle découvert ses agissements et l'homme qu'il était vraiment. On ne le saura sans doute jamais. L'enquête est donc terminée et Napper tient à se recueillir. Je cherche la tombe de Mary et des 4 enfants. D'après les registres de l'église, on sait qu'elle se trouve à l'intérieur des murs du cimetière et qu'il s'agit de 3 emplacements entre 2 pierres tombales. Ça doit donc être ici. On a une pierre tombale ici, une autre là et 3 emplacements au milieu. C'est ici que sont enterrés Mary et ses enfants. Ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est la façon dont Deeming a su rester discret.
Cet homme a fait preuve d'une violence gratuite dévastatrice. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a jamais été considéré comme un suspect sérieux. Si l'on pouvait un jour trouver l'ADN de Mary et qu'il correspondait à l'échantillon prélevé sur le timbre de la lettre, ce serait la clé de l'énigme. Les experts de la police scientifique pourraient apporter la dernière preuve du bien fondé de la théorie de Napper et établir que Deming et Jack l'Éventreur étaient bien une seule et même personne.